d'acier et d'esprit révolutionner le territoire grâce à la culture. C'est Jean-Jacques Ayagon, ancien ministre de la Culture, qui nous fait le plaisir d'échanger avec Jérôme Bailey, qui est toujours directeur adjoint de la rédaction du Point. Là encore, il est permis de les applaudir. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci à tous d'être parmi nous cet après-midi. Jean-Jacques Ayagon, bonjour. Vous avez donc été de 2002 à 2004 le ministre de la Culture de Jacques Chirac et de Jean-Pierre Raffarin. Vous avez une très grande et impressionnante carrière dans les affaires culturelles. Comme on disait autrefois, vous avez été directeur des affaires culturelles de la ville de Paris. Vous avez présidé le Centre Pompidou, le Château de Versailles, le Musée des Arts Décoratifs, ainsi que la chaîne de télévision TV5 Monde, par exemple, et entre autres. Vous avez ensuite rejoint François Pinault, dont vous avez permis l'installation de la collection à Venise. En 2006, je crois, pour le Palais Grassi, et en 2009 pour la Douane de Mer. Vous travaillez depuis 2014, vous êtes président de la mission pour l'inscription de Nice sur la liste du patrimoine mondial. On en parlera en fin de notre conversation. Et vous êtes toujours le conseiller de François Pinault dans ses activités artistiques et culturelles. Alors ensemble, on va parler d'une notion assez conceptuelle, mais qu'on va rendre le plus concret possible, d'acier et d'esprit, révolutionner le territoire grâce à la culture. Alors, pour rentrer vraiment dans les exemples les plus concrets, comment vous sont venues l'idée du Centre Pompidou à Metz et du Louvre à Lens? À l'époque, c'était, j'allais dire, quasi révolutionnaire, ou en tout cas incongru. Écoutez, Jérôme, ça m'est venu très simplement. Tout d'abord parce que j'étais parisien, mais je suis un provincial. Vous êtes né à Metz? Je suis né à Metz, d'une mère lorraine et d'un père béarnais. J'ai vécu dans plusieurs endroits dans notre pays. J'ai vécu à Nice, j'ai enseigné en Corrèze, à Égletons très exactement, et à Tulle ensuite. Donc notre pays, je le connaissais bien dans sa diversité. Et devenant ministre, je me suis dit que ma mission ne pouvait pas s'arrêter au périphérique parisien et que j'avais bien un devoir, une mission à l'égard de tous nos concitoyens sur tout le territoire de notre pays, en France et en Outre-mer, où qu'ils se trouvent. Me rendant compte également qu'une bonne partie des moyens de l'État sont fixés sur le territoire parisien, parce que nous sommes un pays dont la tradition de centralisation est ancienne et extrêmement puissante. Presque tous nos grands établissements nationaux sont à Paris, le Musée national du Louvre, le Musée national d'Orsay, le Théâtre national de l'Opéra de Paris, la Comédie Française, le Théâtre de la Colline, le Théâtre de l'Odéon, le Théâtre de Chaillot, etc., etc., etc. J'avais presque honte, considérant l'ampleur des besoins de notre pays, qu'on se limite uniquement à ce territoire, tout en étant bien conscient que notre histoire ayant été ainsi faite, en forme de centralisation, on ne remettrait pas en cause du jour au lendemain cette concentration, cette hyperdensité des grands établissements sur le territoire de Paris et de l'agglomération parisienne. C'est alors que je me suis dit que, puisqu'il y avait tant de grands établissements nationaux à Paris, il fallait inviter chacun de ces établissements à considérer qu'il avait également une part de sa mission au-delà du périphérique parisien, sur telle ou telle partie du territoire. C'est ainsi que le Centre Pompidou s'est dirigé vers la Lorraine, que le Louvre s'est dirigé vers Lens. Et j'aurais souhaité, si j'étais resté en responsabilité, comme on dit aujourd'hui, je trouve cette expression un peu bête, mais enfin bon, je l'emploie, en responsabilité, j'aurais bien veillé à ce que tous les établissements du ministère de la Culture prennent en charge un projet par ailleurs sur le territoire. À l'époque, est-ce que cette initiative était jugée comme lumineuse, indispensable, ou vous en sentiez des réticences et des résistances au sein des administrations? J'ai bien senti des résistances parce que les administrations et surtout les établissements ont pris des habitudes territorialement limitées. Il est évident que les établissements, quand on leur demande de se remuer, de regarder le monde autrement, ça les perturbe dans un premier temps. Mais rapidement, les établissements ont compris qu'une part de leur légitimité même reposait sur cette capacité à embrasser le territoire de notre pays de façon plus large. Vous savez, chaque année, au moment du vote du budget à l'Assemblée nationale, le ministre de la Culture entend à peu près les mêmes choses. Il entend des députés
de nos territoires ou des sénateurs de nos territoires pour ce qui est du débat budgétaire dans cette assemblée-là, dire au ministre, monsieur le ministre, regardez, nous examinons votre budget, une nouvelle fois nous constatons que je ne sais plus combien, 50, 55, 60% de la dépense publique nationale est concentrée sur le seul territoire parisien. C'est injuste. Les Parisiens sont certes des citoyens, mais les Niçois sont également des citoyens français, les Toulousains le sont, les Strasbourgeois le sont, les Rouennais le sont. Vous devriez regarder au-delà de l'espace parisien. Et le ministre de la Culture est toujours confronté à cette difficulté de devoir expliquer que, certes, il le voudrait, mais qu'il ne peut pas se désengager à l'égard des missions de l'État concernant les grands établissements nationaux. Au moment du vote de la loi portant création du Centre Pompidou, c'était, je crois bien, en 1974, c'était Michel Guy qui était à ce moment-là ministre de la Culture, il s'était heurté au Sénat aux mêmes reproches. Et Michel Guy, un peu par une pirouette, s'en était sorti en disant « Écoutez, messieurs les sénateurs, mesdames et messieurs les sénateurs, il y avait peu de femmes sénatrices encore à l'époque, mais enfin, il y en avait quand même quelques-unes déjà, et heureusement, le ministre avait dit « Écoutez, je vous rassure, parce que le Centre Pompidou sera la centrale de la décentralisation. » Et devenant président du Centre Pompidou avant d'être ministre de la Culture, je me suis souvenu de cette phrase de Michel Guy en me disant qu'il fallait enfin donner totalement corps à cette promesse de faire de cet établissement national un agent de l'aménagement culturel du territoire. Une bonne dizaine d'années après, est-ce qu'on peut tirer les premiers enseignements, les premiers bienfaits de la décentralisation d'une antenne du Centre Pompidou à Metz et du Louvre à Lens? En quoi ça a profité à ces territoires, à ces populations? Écoutez, Jérôme, tout d'abord, ces deux territoires, Metz et Lens, étaient des territoires extrêmement blessés, parce que ces deux villes sont au centre de régions qui ont été frappées par des phénomènes de désindustrialisation très radicales. En Moselle, il y avait des mines de charbon, il n'y a plus de mines de charbon, il y avait une sidérurgie extrêmement prospère. La sidérurgie se limite aujourd'hui à quelques frêles lieux de production. Il y avait une industrie textile dans les vallées des Vosges, elles ont presque toutes, les usines ont pratiquement toutes fermé. Il y avait des casernes à Metz, les casernes ont également fermé. Bref, tout ce qui faisait la prospérité de cette région s'est affaissé. Et donc le destin même des grandes villes de la région Lorraine, Metz et Nancy, était menacé par une très très grande incertitude. À Lens, même phénomène. Lens avait été la capitale d'un bassin minier extrêmement prospère, sur lequel s'est fondée d'ailleurs une bonne partie de la prospérité de notre pays, tout entier d'ailleurs, du Second Empire jusqu'au cœur du XXe siècle. Les mines du Nord-Pas-de-Calais ont fermé et Lens était devenue une zone urbaine extrêmement délabrée, avec un taux de chômage effrayant, une pauvreté écrasante, et les élus, je pense notamment au président de la région Nord-Pas-de-Calais de l'époque, Daniel Percheron, le maire de Lens, le président du conseil départemental du Pas-de-Calais, tous se demandaient comment cette ville pourrait un tout petit peu s'en sortir et donner aux habitants du territoire le sentiment qu'un renouveau était possible. Et à Metz, le maire de l'époque, Jean-Marie Roche, avait fait un peu le même calcul. Et donc j'ai trouvé dans ces territoires des élus qui avaient l'intelligence du rôle que la culture pourrait jouer dans la requalification de leur ville ou de leur département. Aucun n'avait naturellement l'illusion que la culture seule suffirait à cette requalification, mais tous savaient de façon un peu confuse, c'est-à-dire en s'inspirant souvent du précédent de Bilbao, le Bilbao, Guggenheim, qui est le modèle, c'était un peu le modèle, un peu indépassable, en tout cas toujours cité en exemple. C'est un modèle cité en exemple, et ce que nous avons mis en œuvre finalement a fonctionné de façon extrêmement différente, parce que à Bilbao, les élus du Pays Basque sont allés acheter à une grande institution américaine l'usage d'un nom, l'accès à des collections, alors qu'en France, le Louvre et le Centre Pompidou ont été mis en œuvre dans un esprit de service public. C'est-à-dire qu'on a décidé que les collections nationales seraient mises naturellement, gratuitement, à la disposition du Nord-Pas-de-Calais d'un côté et de la Lorraine de l'autre, alors que le Guggenheim, Bilbao, loue des collections au Guggenheim New York. Mais techniquement, même si la motivation politique est extrêmement différente, techniquement, ça fonctionne un peu de la même façon. En tout cas, ces deux, on l'a vu à Bilbao,
consécutivement à la création du Guggenheim, le territoire s'est requalifié. On a vu des gens qui n'allaient pas à Bilbao aller à Bilbao. Et aujourd'hui, on voit par exemple dans le train de 7h52 qui part de la gare du Nord pour aller à Lens et ensuite à Calais, on voit des étrangers, on voit de toute évidence des Asiatiques, des Chinois, des Japonais qui vont à Lens. Il aurait été inimaginable, il y a quelques années encore, de voir des gens passer une journée à Lens. On voit également le phénomène de requalification urbaine se manifeste de façon de plus en plus précise. La ville est remodelée. Elle a d'ailleurs bénéficié d'une très très large revégétalisation. Des parcs, des jardins, des plantations urbaines sont venus rendre un caractère à la ville. Il y a eu un grand mouvement de requalification également du bâti qui était extrêmement délabré, notamment celui des cités minières. Et cela d'autant plus que le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais a bénéficié d'une inscription sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité, et que donc désormais les terrils, les chevalements de mines, les corons sont protégés au titre du patrimoine mondial. Et on voit de nouvelles formes d'habitation ou d'activité s'installer dans ces bâtiments. Mais est-ce que la requalification culturelle de ces territoires n'est pas une affaire de décentralisation, de déconcentration? Autrement dit, est-ce que ce ne sont pas beaucoup aux élus locaux ou aux préfets de prendre ces sujets en main plutôt que d'attendre que ce soit Paris qui arrive avec ces solutions toutes faites? Vous savez, je crois que les deux phénomènes, les deux mouvements sont nécessaires. Il est évident qu'on ne peut pas imaginer que dans un pays qui fait confiance aux territoires, aux élus locaux, le ministère de la Culture arrive avec ses gros sabots, ses collections, en disant ici je veux faire ceci, ici je veux faire cela. Le ministère de la Culture ne peut finalement développer des initiatives sur un territoire que dans la mesure où il y rencontre une volonté politique émanant des élus, des responsables de ce territoire. Si à Metz, il n'y avait pas eu Jean-Marie Roche, il est évident que le Centre Pompidou ne se serait pas fixé sur le territoire messin. Si à Lens, il n'y avait pas eu les élus du Pas-de-Calais, il est évident, et notamment Daniel Percheron, il n'y aurait pas eu le Louvre à Lens. Donc c'est un peu dans la rencontre de cette disponibilité de l'État, de cette intelligence de l'État et de l'ardeur, de la conviction, de la motivation, de l'amour de leur pays au sens étroit du terme des élus, que réside la possibilité en effet d'amplifier la densité de l'offre culturelle sur le territoire de notre pays. L'État n'est pas incapable de faire quoi que ce soit, mais l'État ne peut pas tout faire. Les collectivités locales ont souvent de la volonté, mais n'ont pas suffisamment de moyens. C'est donc dans la rencontre entre les moyens de l'État, le désir de l'État et le désir des territoires qu'est la clé d'une meilleure densification de l'offre culturelle. Parce qu'à côté des exemples qui ont réussi, il y a ceux que vous avez cités, il y a aussi le Mucem à Marseille, il y a Confluence à Lyon, il y a de très beaux musées à Grenoble, il y a la piscine, je crois, à Dunkerque. Il y a parfois des initiatives locales qui pourraient laisser à désirer, soit parce qu'elles sont le fait de lubies de certains élus locaux qui tiennent coûte que coûte à un musée des hippocampes à la montagne, par exemple, sans trop caricaturer, ou par un manque de moyens. Comment est-ce qu'on peut essayer d'harmoniser un peu l'offre et la demande sur ces sujets-là ? Vous le savez, Jérôme, finalement, l'initiative culturelle dans un pays comme le nôtre, elle est d'origine extrêmement diverse, parce que l'État n'est pas le seul opérateur public de l'action culturelle. Les collectivités locales jouent un rôle majeur, et elles jouent un rôle de plus en plus important. Vous évoquiez le cas du musée des Confluences à Lyon. S'il n'y avait pas eu la volonté d'un élu, à l'époque c'était Michel Mercier, qui était président du conseil qu'on appelle encore général du département du Rhône. C'est lui qui a porté ce projet, qui a eu la conviction qu'il fallait que le département participe à la fin de l'urbanisation de l'île, de la presqu'île de Lyon. Et la Rhône, entre la Rhône et le à la confluence du Rhône et de la Saône, en y construisant un grand musée des civilisations. Il s'était un peu inspiré du modèle du musée des civilisations de Québec, mais naturellement en lui donnant un caractère local plus marqué, et notamment en y intégrant des musées dont le département avait la responsabilité, notamment le musée des collections
collections du musée Guimet de Lyon. D'ailleurs, cette institution a désormais aussi intégré une partie des collections du musée des tissus de Lyon qui longtemps a été en déshérence. Et donc il y a là une sorte... Les acteurs locaux jouent un rôle extrêmement important. Et d'ailleurs aujourd'hui, une bonne partie de l'offre culturelle ou de l'activité culturelle de notre pays, elle dépend de l'intensité de la conviction culturelle des collectivités locales. Regardez, pour ne parler que du nord de la France, à quel point Strasbourg est devenue une ville culturelle majeure. Metz l'est devenue. Lille, sous la responsabilité de Martine Aubry, a pris dans l'espace culturel... Le tripostal. Comment ? Le tripostal, c'est elle. Le tripostal, c'est elle. Les grands événements qui ont marqué d'abord l'avènement de l'an 2000, ensuite... je vois Claudine Colin qui s'est occupée de la communication de ces manifestations protestées. Claudine, vas-y. C'était en 2004, en effet. En 2004. Lille a été capitale européenne de la culture. C'était en effet où Lille était capitale européenne de la culture. On sait également, par exemple, à quel point à Rouen, la création d'une réunion des musées métropolitains de Rouen a été un facteur de dynamisation de l'activité des musées à Rouen. On sait également à quel point Rennes et Caen occupent désormais une place importante et à quel point... Par exemple, une ville comme Nantes a été un véritable laboratoire de l'innovation culturelle. Alors, je ne vais pas aborder le sud de la France puisque nous y trouvons, mais on voit bien à quel point les villes jouent. Alors, je ne cite là que des grandes villes, mais des villes de moindre importance ont également pris des initiatives majeures. Et désormais, dans notre pays, c'est quand même un tissu assez dense, un tissu culturel assez dense qui permet aux citoyens d'accéder à une offre culturelle assez impressionnante. Pour clore sur ce sujet, la revitalisation d'un territoire, d'une ville, d'un territoire urbain, ça passe par une offre culturelle forte, novatrice, régénérée. Ce n'est plus un luxe, ça n'est plus quelque chose qu'on doit faire en dernier. Non, absolument pas, Jérôme Béglé. Tout d'abord, parce que c'est un devoir à l'égard des citoyens. Dans un pays démocratique comme le nôtre, les collectivités publiques ont des devoirs à l'égard d'un certain nombre de services accessibles à tous, des services de la santé, les services de l'éducation et le service de la culture également. On imagine... Vous mettez santé, culture et éducation sur le même plan. Ah bien sûr, parce que... Donc, une grande ville doit avoir son hôpital, son collège, son lycée, son université éventuellement, et une offre culturelle dédiée forte. Je pense qu'une ville dans laquelle l'offre culturelle serait insuffisante n'offrirait pas à ceux qui y vivent une qualité de vie suffisante. Et d'ailleurs, on voit bien, chaque année, quand votre journal fait le classement, un classement des villes, selon l'agrément qu'on y trouve à y habiter ou à y vivre, on voit bien que parmi d'autres considérations, la qualité des écoles, la qualité des universités, la qualité des lycées, la qualité ou l'abondance de l'offre d'emploi, la qualité de l'offre culturelle ou de l'offre sportive joue également un rôle extrêmement important. En tout cas, j'imagine mal aujourd'hui qu'un maire pourrait totalement se désintéresser de la qualité de l'offre culturelle de sa ville. Alors par ailleurs, on le sait également, alors que les villes se soucient beaucoup de leur attractivité, de leur rayonnement, de leur réputation, de l'influence qu'elles peuvent jouer sur un territoire plus vaste, on sait également que la qualité de l'offre culturelle, c'est très important pour l'affirmation de cette attractivité de la ville comme territoire de centralité. Vous qui voyagez beaucoup en France et à l'étranger, quelle est la ville qui, selon vous, a le mieux intégré ces problématiques-là, qui a une offre culturelle, muséale ou architecturale forte, intéressante, sans qu'elle soit, si j'ose dire, clinquante, et qu'elle profite à la fois aux gens qui habitent la ville et aux gens qui viendraient comme touristes pour des courts séjours ou des longs séjours? Je ne vous dirai pas Paris. Vous avez le droit de dire Nice aussi. Non, mais je ne dirai pas Nice, parce que je ne veux pas vous donner le sentiment que je fais de la flagornerie à l'égard de qui que ce soit, mais je ne vous dirai pas Paris parce que le cas de Paris est très très particulier. Bien sûr, on l'a évoqué. Parce qu'on l'a évoqué, l'État y a concentré une telle quantité d'équipements culturels que l'offre culturelle de Paris, si on additionne les initiatives de l'État, les initiatives de la ville de Paris, les initiatives privées,
l'offre y est d'une abondance écrasante. Alors ensuite, vous me posez une question qui me déconcerte un peu, comme ça je m'interrogerai, j'aurai un peu de mal peut-être à vous répondre avec franchise et spontanément, mais je le disais il y a un instant, beaucoup de villes aujourd'hui, grandes et moyennes, en région, pour employer ce néologisme, permettent à leurs citoyens, qu'est-ce que c'est qu'une offre culturelle importante? C'est d'abord de permettre aux citoyens d'accéder aux œuvres de l'art et de l'esprit, pour reprendre la grande expression du décret fondateur du ministère de la Culture en 1959, c'est-à-dire de voir des œuvres d'art, d'entendre de la musique, de voir du théâtre, mais c'est également de pouvoir les pratiquer. Je crois que les citoyens ne sont pas seulement des spectateurs, ils peuvent également avoir envie de faire du théâtre, de faire de la musique, d'apprendre de la musique dans un conservatoire ou dans un lieu d'apprentissage de la musique. Il faut également des bibliothèques. Mais s'il faut des bibliothèques, je crois également qu'il faut des librairies, parce que souvent, l'un des symptômes de la désertification d'un territoire, c'est la fermeture des librairies. C'est-à-dire que le livre n'est plus un objet culturel vivant, facilement accessible. Je dirais également que la vente des journaux, les points de vente de journaux, sont nécessaires à l'intensité de la vie culturelle. Donc, observons peut-être dans le paysage de notre pays, où y a-t-il des musées, des théâtres, des conservatoires, des lieux de pratique des arts plastiques et de la musique, professionnellement et également en qualité d'amateur. C'est de toute cette diversité qu'est faite la vie culturelle. Trois petits thèmes. Je vous répondrai peut-être Morlaix, parce que j'y suis pratiquement toutes les semaines. Ouais, c'est une ville où l'offre culturelle est assez importante, donc je vous invite à y aller. Personne ne pourra vérifier, vous avez raison. C'est dans le département du Finistère, mais je vois quelqu'un qui a l'air de connaître Morlaix. Non, mais c'était... Non, mais on peut tout à fait... Il y a du cinéma à Morlaix. Il y a une très grande compagnie de théâtre, l'Entresort, qui est animée par Madeleine Louarn. Il y a un théâtre. Il y a un musée qui est assez fermé depuis trop longtemps, qui mériterait d'être ouvert parce que sa collection est de très très grande qualité. Il y a le grand projet de l'ancienne manufacture des tabacs, avec une compagnie dramatique, avec un théâtre, avec une activité de musique nouvelle. Alors on peut toujours faire mieux, mais je trouve que finalement... Morlaix, c'est peut-être pas si mal que ça. Si j'étais maire de Morlaix, je tenterais de faire mieux, vous voyez. Mais comment Tout est possible au mois de mars. Trois petits thèmes pour achever notre entretien. Vous donnez, Jean-Jacques Ayago, un mal de chien pour inscrire Nice au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est en gros 600 hectares qui partent du bord de mer, qui montent jusqu'à la voie de chemin de fer et jusqu'à Cimiez, enfin un peu de hauteur de Cimiez. Où en est-on du protocole, du processus et quand est-ce que nous verrons la couleur de la fumée, comme on dit au Vatican? Écoutez, beaucoup de questions en une. Bon, tout d'abord, je voudrais un peu... Permettez-moi de vous expliquer quel est cet objet patrimonial qui est candidat à une inscription sur la liste du patrimoine mondial. C'est tout simplement la ville qui, de 1760 à 1960, est née d'une activité qui s'est développée sur ce territoire, le tourisme de Riviera. De 1760 à 1960, la seule activité économique significative, en dehors des activités agricoles, par exemple, madame qui visait à nourrir la population des étrangers et des locaux, la seule activité vraiment significative, ça a été ce qu'on appelle aujourd'hui le tourisme et qu'on appelait à l'époque, au moment de la naissance du phénomène, la villégiature. Et cette activité a fait naître sur ce territoire une véritable ville nouvelle, au-delà du Paillon. Sur la rive gauche du Paillon, c'est la vieille ville, avec son atmosphère italienne, comme l'a dit le maire, ses chapelles baroques, ses palais, le palais Lascaris. Et de l'autre côté du fleuve est apparue une ville nouvelle, avec un urbanisme ordonnancé, des phénomènes de végétalisation de l'espace extrêmement volontaires pour exotiser ce paysage, notamment par l'introduction d'essences non locales, des essences exotiques, le palmier notamment. On a vu également apparaître là un patrimoine architectural de qualité exceptionnelle,
des villas, des hôtels, ce qu'on appelle ici des palais, c'est-à-dire des immeubles d'habitation. À partir du XXe siècle, des immeubles avec des balcons, avec des terrasses, parce qu'on s'est mis à vouloir vivre à l'extérieur des maisons et des immeubles d'habitation. Donc un patrimoine qui, à nos yeux, incarne l'un des grands phénomènes de l'histoire moderne des civilisations, l'avènement du tourisme. Alors de même que Le Havre est une ville symptôme d'un autre phénomène historique, la guerre, les destructions et la reconstruction, de même que Bordeaux est le symptôme de l'esprit du siècle des Lumières, nous estimons, et nous tentons de démontrer, demain je l'espère à l'UNESCO, que Nice est par excellence ce prototype de la ville née d'une activité nouvelle, de l'activité touristique. Alors, où en sommes-nous? Le dossier a franchi jusqu'à ce jour toutes les étapes nationales. La première année où nous avons travaillé, nous avons fait approuver par le Comité français des biens du patrimoine mondial, donc sous la responsabilité du ministère de la Culture, la valeur universelle exceptionnelle du bien niçois, du bien candidat. La deuxième année, nous avons fait approuver par la même autorité le périmètre du bien et ce que l'UNESCO appelle la zone tampon, c'est-à-dire la zone qui protège le bien sur son territoire. La troisième année, nous avons fait approuver un plan de gestion, en mettant d'ailleurs en œuvre, je vois Lucas Louis, l'ABF, un certain nombre de mesures antérieures. Nous avons reconquis pour Nice le label de ville d'art et d'histoire qu'une précédente municipalité avait abandonné. Nous avons mis en œuvre l'inventaire des richesses monumentales de Nice qui n'était pas encore réalisé selon les normes du ministère de la Culture. Nous avons également convaincu la municipalité de mettre en œuvre ce qu'on appelle une aire de valorisation de l'architecture et du patrimoine, de façon à amplifier demain la protection de tout ce qui constitue l'essence patrimoniale de cette ville, puisqu'une fois qu'un label, que cette inscription est accordée par l'UNESCO, il faut que le porteur de la responsabilité de l'inscription s'engage naturellement aux yeux de la communauté internationale, et non plus seulement nationale, à préserver pour l'avenir, pour les générations futures, toutes les caractéristiques qui ont motivé l'inscription sur la liste du patrimoine mondial. Donc toutes ces étapes ont été parcourues, le dossier est désormais définitif, et donc la République française, puisque ce sont les États qui présentent la candidature à l'UNESCO et non pas les candidats eux-mêmes, l'année prochaine, la République française aura la possibilité de présenter la candidature de Nice, si elle l'a choisie, parmi d'autres dossiers qui sont également mûrs comme le nôtre. Si l'État choisissait de nous présenter à l'UNESCO l'année prochaine, notre dossier serait ensuite examiné par l'UNESCO, ses services, ses comités, au cours, à la fin de l'année 2020, au début de l'année 2021, et c'est au cours d'une délibération du comité international des biens du patrimoine mondial que nous pourrions éventuellement, donc en 2021, être inscrits sur la liste du patrimoine mondial, sauf si naturellement l'UNESCO trouve des défauts à notre dossier et nous demande de le remettre sur l'ouvrage. Très bien, très clair. On me dit que nous sommes très bavards, donc directement à la dernière question. C'est la même question que j'ai posée ce matin à Jean Nouvel. Notre-Dame de Paris a partiellement brûlé. Vous savez qu'il y a une petite polémique sur la reconstruction de la flèche que l'on devait à Viollet-le-Duc. Doit-on reconstruire la même? Doit-on faire un grand concours architectural? Que doit-on faire? Et cette question, je l'adresse particulièrement à l'ancien président de l'établissement public du château de Versailles, qui avait fait entrer, je crois, le homard de Jeff Koons dans les appartements du roi et de la reine. Qu'en pensez-vous? Oui, non, mais d'abord, le homard, ça n'a rien à voir, parce que le homard, vous le mettez, vous l'enlevez 3 mois après. Certes. Alors que la flèche, vous ne pouvez pas la visser et ensuite la dévisser parce que vous passez à autre chose. Je veux dire par là, vous savez mélanger le contemporain et le moins contemporain. Tout d'abord, on a parlé à propos de la flèche de Notre-Dame, certains ont parlé d'un geste architectural. J'ai horreur de cette expression, parce que l'architecture mérite mieux qu'un geste. L'architecture, c'est de l'architecture. On ne peut pas dire qu'il y a du bâti d'un côté, puis qu'on embellit le tout en faisant un geste, un dessin, un truc. L'architecture, c'est quelque chose de durable sérieux. Et pérenne en plus. Voilà. Alors, sur la flèche de Notre-Dame, je tiens également, pour que vous puissiez apprécier
les conditions dans lesquelles je vous donne mon avis. J'ai été dans une première partie de ma vie spécialiste de Viollet-le-Duc et j'ai organisé en 1979 et 1980 le centenaire de la mort de Viollet-le-Duc. Donc inutile de vous dire que je suis très attaché à l'œuvre de ce grand architecte du XIXe siècle. Enfin, je pense qu'en matière de restauration des monuments, il faut tout simplement se plier à la règle. Ce n'est pas à nous, à chaque opération ou à chaque initiative de restauration qu'il appartient d'inventer une règle nouvelle. La règle en matière de restauration, et c'est une règle d'ailleurs qui a été définie par des conventions internationales auxquelles la France a adhéré, c'est que quand on restaure un monument, on le restaure dans le dernier état documenté, dans le dernier état connu. Or, le dernier état documenté de la cathédrale Notre-Dame, c'est son état à la veille de son incendie. Donc je pense que c'est le devoir de la France, le devoir de la République, tout simplement, de rétablir cet état antérieur sans chercher à inventer des formes nouvelles qui d'ailleurs seraient... Je crois également que la restauration de Notre-Dame doit créer de la concorde. Et je pense que toute initiative d'installation sur cet édifice d'un objet architectural nouveau créerait forcément de la discorde. Les uns seraient pour, les autres seraient contre, s'empoisonnerait la vie de tout le monde. Et donc il vaut mieux, de façon extrêmement paisible, extrêmement sereine, extrêmement sage, tout simplement rétablir la cathédrale dans son état du 1er avril 2019. Voilà qui est très clair, concis et documenté. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Merci à vous deux, messieurs. Merci beaucoup. On se fait une très courte pause d'1 minute technique. On revient.